J'avais de la mousse qui sortait de la bouche, du nez, tout ce que tu veux. L'ami possédé, ma fille a été possédée. Ce témoignage a été recueilli en 1992 et fait partie du dossier de l'une des affaires d'exorcisme modernes les plus retentissantes. Oui, ce que vous entendez dans les archives de la police, il existe un dossier qui, encore aujourd'hui, provoque un silence gênant lorsqu'on le mentionne. Ce n'est ni un homicide, ni un acte terroriste, ni une disparition non résolue. C'est quelque chose de différent, qui défie logique, science et bon sens. Il s'agit d'un rapport qui certifie, et sous signatures officielles, la possibilité que le surnaturel ait fait irruption dans le monde réel, et ce ne serait que la partie visible de l'iceberg. Derrière tout le tumulte médiatique que l'affaire a suscité, se cache une histoire qui implique une jeune fille morte, des contradictions familiales et une série de polémiques qui laisseraient sans voix non seulement un pays, mais le monde entier. Mais ne nous précipitons pas. Que s'est-il passé entre ces quatre murs ? Avait-on vraiment ouvert un portail vers l'au-delà à travers une séance de Ouija? Quelle est l'explication des plus sceptiques? Qu'est-il arrivé au protagoniste? Quoi? Plus de 3 décennies après que tout ait commencé, comment cela a-t-il influencé tout ce qui s'est passé? La manière dont l'ésotérisme était perçu à cette époque? Qu'est-ce qui était réel et qu'est-ce qui n'était qu'une mise en scène de personnes sans scrupules cherchant célébrité ou argent? Reviens. Pour répondre à ces questions et d'autres, mettons de côté nos préjugés et plongeons-nous dans la sombre affaire Valeka. Avant de commencer, il convient de préciser qu'au-delà de ce que vous pensez, il existe différentes versions de cette affaire. Avec le temps, les protagonistes ont légèrement modifié leur témoignage de façon décisive. Comme toujours, nous allons rester objectifs dans l'enquête. Nous allons vous présenter des enregistrements audio de première main des policiers impliqués et ce sera à vous de tirer vos propres conclusions à la fin du rapport. De plus, si vous souhaitez que nous continuions à enquêter sur des cas paranormaux, des possessions ou des choses de ce genre, écrivez le mot « possession » dans les commentaires. Si plus de 500 personnes écrivent « possession », il y aura une deuxième partie. Commençons. La famille Gutiérrez Lazaro. La légende raconte que tout a commencé avec une sorte de Ouija fait maison, une feuille de papier, des lettres écrites avec un marqueur noir et un vert. Cela a suffi pour qu'un groupe de jeunes décide d'ignorer les avertissements et tente de contacter le monde des esprits. Dans leur cas, le prétexte avait une touche dramatique. Il s'agissait d'essayer de contacter le petit ami décédé d'une camarade, un geste adolescent de réconfort et d'affection. Ce déclencheur fut pour ces jeunes tout ce dont ils avaient besoin pour rassembler leur courage et affronter ce que les adultes appelaient le jeu interdit. Ne savaient-ils pas qu'ils se condamnaient d'une certaine manière? Cependant, avant de comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, où l'un de ces garçons ne serait plus jamais le même, il faut donner un peu de contexte. Pour cela, nous allons voyager dans un lieu inattendu, un quartier modeste du sud de Madrid, avec ses rues simples, immeubles délabrés, commerces locaux et voisins qui se saluent chaque jour. Valeka n'est ni une carte postale gothique, ni un décor mystérieux. Avant les années 90, elle ne se distinguait pas par une grande quantité de légendes urbaines, ou quoi que ce soit de ce genre. C'était justement tout le contraire, quelque chose de similaire à ce qu'on peut appeler normal. C'est peut-être pour cela que l'affaire a eu autant d'impact, parce que si ce qui s'est passé a pu arriver là-bas, alors cela pourrait arriver dans n'importe quel pays. Dans mon quartier ou dans le tien, pourquoi pas? La famille Gutiérrez Lazaro vivait dans un appartement modeste, situé justement dans la rue Luis Marin, dans le quartier de Vallecas. La mère Concepción était le pilier de la maison. Son principal trait de personnalité la présente comme une femme ferme et protectrice. Lorsque le découragement ou un problème imprévu frappait le clan, c'était elle qui se chargeait de tout maintenir debout. Maximilien, le père, était un travailleur souvent absent de la maison. Il se tenait à l'écart des mauvaises fréquentations. Il avait un tempérament calme. Et dans les dossiers de police, il est décrit comme un individu plutôt coopératif et silencieux. Ils avaient tous les deux élevé 6 enfants. C'était une famille nombreuse, où la routine se construisait entre les responsabilités, les repas simples, les rires occasionnels et les disputes, comme dans n'importe quel foyer.
Il faut préciser qu'ils n'étaient pas une famille marquée par la tragédie, des croyances extrêmes ou un lien avec le surnaturel, juste des voisins ordinaires. On pourrait supposer qu'il s'agissait de gens qui partaient travailler tous les matins, faisaient leurs courses dans les mêmes commerces et entretenaient une relation cordiale avec leur entourage. Rien dans leur histoire ne laissait présager qu'ils se retrouveraient au centre de l'un des épisodes paranormaux les plus controversés documentés en Espagne. L'appartement qui les abritait allait devenir tristement célèbre. Aujourd'hui encore, on pense que ces coordonnées pourraient avoir une aura maléfique. Longtemps, la famille était devenue une attraction pour curieux, détectives privés, amateurs d'histoires macabres et journalistes en quête de scoop. Même si nous allons approfondir cet aspect, le contexte historique peut aussi nous donner plus d'outils pour créer une image solide de tout ce qui allait se passer. Comme dit, c'était le début des années 90 et le pays laissait derrière lui sa récente ombre. Il créait progressivement une nouvelle identité sociale et culturelle, la télévision sociale. A changé. Le Pablo Sánchez a changé Juan Pablo Sánchez que la situation va le président a. Tomiken pour Achai. Ulises de Tomiken Ulises. Ulises Tomiken a été capturé par R. Tis Ulises Tomiken a été capturé par R. Tis, il oscillait entre le ludique et le dangereux à cette époque. Planche de communication entre les mondes, créée par l'avocat et inventeur Eli Jefferson Bond. On ne l'achetait pas forcément dans des magasins spécialisés. On pouvait la trouver dans des magasins de jouets. Ou, comme nous l'avons suggéré plus tôt, le cas échéant, on pouvait improviser à une époque sans Internet, où l'information circulait de bouche à oreille, s'amplifiant et se modifiant à volonté. L'adolescence était un terrain particulièrement fertile pour les mythes. Toutes sortes d'histoires étaient racontées quand la lumière s'éteignait lors d'une nuit d'orage ou quand le soir tombait et qu'il n'y avait pas d'adultes à proximité. C'étaient des histoires qui donnèrent des frissons et oscillaient entre le vraisemblable et le fantastique, générant un magnétisme indéniable. On dit que si tu poses le doigt et que tu poses une question, il répond. On dit que si tu ris ou que tu te moques de quelque chose, il se fâche. Les chuchotements augmentaient. Et c'étaient des histoires qui, pour beaucoup de jeunes, représentaient une façon de s'approcher du sacré et de l'inconnu, sans trop d'intermédiaires. En ce sens, Estefania, l'aînée des filles de la famille Gutiérrez Lazaro, n'était pas très différente des autres adolescents de l'époque. Beaucoup soutiennent que dans ce monde analogique, sans autant d'écran, l'imagination était plus vivante et les portes s'ouvraient plus facilement. On dit sans détour que c'était un monde plus dangereux. Un monde qui, sans plus de préambule, finirait par pousser Estefania dans un abîme sans retour. L'incident. Estefania était souvent obligée de s'occuper de ses frères et sœurs, une tâche qu'elle accomplissait sans se plaindre et avec bonne volonté. Elle faisait aussi des petits boulots de temps en temps, toujours avec la priorité d'apporter une aide financière à la maison. C'était une jeune fille responsable, en qui tout le monde avait confiance. De plus, elle se distinguait toujours par son sourire et avait toujours un mot doux pour ceux qui en avaient besoin. À l'école, elle avait de bonnes notes et, même si elle subissait un peu de harcèlement à cause de son surpoids, elle s'était fait de bons amis. Tout le monde s'accordait à dire qu'un grand avenir l'attendait, du moins jusqu'à ce qui s'est passé avec la Ouija. D'après nos recherches, il existe deux versions de cette histoire. Il existe des interviews dans lesquelles les frères et sœurs d'Estefania affirment que la jeune fille avait déjà essayé de contacter l'au-delà avec ses amis. Cette expérience aurait conduit à une séquence violente dont l'un des participants a été le protagoniste. Ensuite, ce sont les mêmes frères et sœurs qui affirment que la première fois qu'Estefania a joué, c'était lorsqu'elle l'a fait au lycée. C'est là que tout a commencé à mal tourner. Ou le moment où quelque chose jusque-là caché a commencé à apparaître. La salle de classe était comme n'importe quelle autre. Des pupitres alignés, des tableaux noirs couverts de restes d'équations, des affiches pédagogiques sur les murs. Estefania et ses amis ont attendu que tout le monde quitte la salle pour mettre leur plan à exécution. Un plan simple, mais qui les rendait nerveuses. Elles voulaient contacter le petit ami décédé de l'une d'elles. Elles ne cherchaient pas à ouvrir un portail pour des forces obscures, mais à adresser un dernier salut ou recevoir les derniers mots d'une personne qui leur manquait. C'étaient des jeunes qui essayaient de faire face à une absence précoce et injuste. L'intention était chargée de douleur, de besoin et de cette force aveugle qui accompagne parfois le deuil.
Il n'y avait pas d'atmosphère cérémonielle, ni de bougies, ni de pentagramme. Cependant, lorsqu'ils se sont rendus compte que les spéculations étaient terminées et que le moment de vérité approchait, un silence épais a tout envahi. Ici, encore une fois, il y a quelques incompatibilités. Certains parlent d'une planche Ouija formelle, d'autres d'une Ouija plus artisanale. Détails en plus, détails en moins, tous s'accordent sur l'essentiel. Le verre a commencé à glisser lentement, d'abord, puis avec assurance. Les filles ont retiré leurs mains plusieurs fois en niant, en riant nerveusement, puis elles ont reposé leurs doigts. L'atmosphère s'est densifiée, quelque chose dans la salle a changé de température, puis la porte de la classe s'est ouverte brusquement. Une professeure est entrée, choquée par ce qu'elle voyait. Avant de réfléchir à la suite, les filles, effrayées, retirèrent leurs doigts du verre, qui tomba. La femme qui venait d'arriver a brisé la planche de Ouija avec indignation. À ce moment-là, selon les témoins, il s'est produit ce qui allait marquer le début de l'horreur. On dit qu'une sorte de fumée blanchâtre est sortie du verre brisé et que, même si tout le monde a bougé, elle ne s'est pas dispersée. On aurait dit qu'elle suivait une direction précise. Sa cible ? Estefania? Ses amis, parmi lesquels se trouvait l'une de ses sœurs, ont ensuite assuré qu'elles avaient pu voir la fumée entrer par sa bouche et par son nez. Dès ce jour, Estefania a changé. D'abord, il y a eu des évanouissements, des convulsions sporadiques, des vertiges sans cause médicale apparente, puis sont venues les ombres. Elle affirmait que quelqu'un la suivait, même lorsqu'elle était entourée de monde. Elle entendait des voix qui ne provenaient d'aucun corps physique. Ces nuits sont devenues des champs de bataille. Elle se réveillait agitée, comme après une course, le regard perdu vers un point invisible pour les autres. Ses cernes se sont agrandies et petit à petit, l'humour qui la caractérisait a commencé à disparaître. Maintenant, elle serrait les lèvres, sérieuse et confuse. Elle souriait de façon forcée, et quand elle le faisait, cela ne semblait pas vrai. Elle baissait les yeux. Que se passait-il? Est-ce qu'Estefania avait ramené quelque chose ou quelqu'un avec elle? Même si ses amis ont essayé de ne pas s'alarmer, il était impossible de ne pas conclure qu'il se passait quelque chose d'étrange. Personne ne pensait qu'Estefania finirait. Comment cela s'est-il terminé? La dégradation, ce qui a suivi l'incident n'a pas été un changement brutal, mais une chute soutenue, une descente lente mais constante, vers quelque chose que personne ne pouvait expliquer clairement. Les premières crises de convulsions ont conduit la famille à parcourir des hôpitaux, des cliniques et des cabinets privés. Les médecins observaient, analysaient, demandaient plus d'examens et comparaient les résultats. Selon Conception, tout ce qu'ils obtenaient, c'était des diagnostics imprécis. Aucune étiquette ne convenait vraiment. Ils parlaient de symptômes psychologiques, de stress et de deuil mal résolu. On lui prescrivait des comprimés qui faisaient effet quelques jours, mais ils devenaient vite insuffisants. Estefania entrait et sortait des services de garde, et chaque sortie médicale était accompagnée de la même phrase, répétée sous différentes formes. « C'est une question de temps, tout ira bien. » Sauf que rien ne s'améliorait, bien au contraire. La famille rentrait à la maison en sachant moins qu'avant de partir, et ce qui se passait dans l'intimité était encore pire. Estefania affirmait qu'une ombre l'observait depuis le coin de la chambre. Parfois, elle croisait cette présence dans le couloir, d'autres fois à côté de son lit. Elle décrivait une silhouette allongée, sans traits, juste des yeux. Certaines nuits, ses cris alarmaient toute la maison. Elle se réveillait en haletant, affirmant qu'on lui tenait le bras, tentait de la tirer et murmurait son nom sans cesse. Parfois, sa bouche se remplissait de mousse. C'était comme si une partie d'elle était lentement vidée. Après quelques semaines, elle parlait seule et restait immobile, fixant un point au plafond. Elle riait ou pleurait soudainement sans en montrer la raison. Elle semblait divisée, une partie encore présente, essayant de s'accrocher à la réalité, l'autre entraînée vers un enfer aussi invisible que profond. La jeune fille a aussi commencé à dire que des voix venèrent de la salle de bain de sa chambre. Parfois, c'était comme un cœur qui essayait de la rassurer. D'autres fois, ce n'étaient que des cris moqueurs. En même temps, tous les membres de la famille ont ressenti une sensation inhabituelle. Ils n'étaient pas seuls dans la propriété. Ce n'était pas un secret que ceux qui accompagnaient Estefania étaient en train de se faire une place parmi eux. La mort. Les épisodes de convulsions sont devenus de plus en plus violents, plus longs ou plus dévastateurs. Les nuits d'Estefania étaient remplies de sursauts et ses journées étaient pleines d'une fatigue qui ne correspondait pas à son âge.
Elle n'était plus la jeune fille joyeuse qui parcourait Valeka avec un regard vif et enthousiaste. En juillet 1991, la situation atteignit son point culminant. Estefania commença à annoncer à ses proches qu'elle allait mourir. Sa mère tenta de minimiser la mort, 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 la mort. 13 juillet au petit matin. À cette occasion, Estefania a attaqué violemment sa sœur Marianella. Elle lui a grogné dessus, l'a griffée et lui a montré les dents comme si elle était possédée par une bête. Par moments, elle avait de brefs instants de lucidité et, d'une voix brisée, elle demandait ce qui lui arrivait et pourquoi. Puis elle recommençait à grogner et hurler. Elle a finalement été emmenée à l'hôpital Gregorio Marañón, où les médecins ont diagnostiqué une grave catalepsie suivie d'un coma. Le 14 juillet, elle est morte. L'autopsie n'a pas pu déterminer les causes de sa mort, la qualifiant de mort subite et suspecte. Enterrer une fille est une violence à laquelle aucun parent n'est préparé. Mais enterrer une fille sans raison, sans réponse, sans sens, c'est une fracture qui ne guérit pas. La famille Gutiérrez Lazaro a affronté un deuil impossible. Quelque chose avait tué Estefania, mais personne ne pouvait dire quoi. En revenant à la maison, une atmosphère étouffante les a accueillis. La mort était censée mettre fin à ce qui avait commencé à l'institut, que ce qui avait possédé Estefania, ce qui la poursuivait, devait disparaître avec elle. Mais ce ne fut pas le cas. Les nuits, autrefois tourmentées seulement pour Estefania, commencèrent maintenant à troubler toute la famille avec de plus en plus d'intensité. Des coups contre le mur, des chuchotements dans le couloir, des ombres qui traversaient l'encadrement d'une pièce à l'autre, des portes qui s'ouvraient toutes seules. On ne sait pas qui, mais quelqu'un les a avertis, après s'être signé qu'ils étaient en présence d'un poltergeist. Le poltergeist de Valegas. Ce qui a suivi a transformé la maison familiale en un lieu digne d'un film d'horreur. Voyons comment 3 frères et sœurs d'Estefania l'ont relaté. Ma sœur est décédée le 14 juillet 1991 et un mois et demi plus tard, des choses commencent à se passer. On nous lançait des couteaux, des verres. C'était le moindre des choses qui se passaient chez moi. Parce que nous voyions l'ombre que ma sœur voyait sur le sol. Nous voyions les moines que ma sœur voyait. Être tous dans le salon. Et à un de mes frères, un verre n'a pas explosé sur sa tête parce qu'il a explosé avant de l'atteindre. Il est sorti de la cuisine et a explosé juste avant de le toucher. Sinon, il aurait reçu le verre sur la tête. C'est inexplicable. Ou voir un ballon arriver dans le couloir. Moi, quand je sors dans le couloir, je vois une silhouette dans le couloir qui ensuite disparaît. Après ça, je ne vois plus rien. Des bruits, on en a entendu énormément. C'était comme si quelque chose était resté inachevé. Comme si la présence qui avait accompagné Estefania pendant ces derniers mois avait perdu son encre et cherchait maintenant à se rattacher à autre chose. Le premier signe est arrivé quelques semaines après les funérailles. Tout a commencé la nuit, quand toutes les lumières étaient éteintes. Bientôt, des portes fermées le soir se retrouvaient ouvertes à l'aube. De nombreux coups secs et répétés résonnaient contre les murs, comme si quelqu'un frappait de l'intérieur du béton. Maximiliano a tenté de persuader ses enfants qu'il ne s'agissait que du vent, rien de plus. Mais les petits, déjà bouleversés par la mort soudaine de leur sœur, n'ont pas tardé à sombrer dans le chaos. Tout le monde avait les nerfs à vif, et le concept de foyer avait disparu de cette propriété qui semblait désormais obéir à ses propres règles terrifiantes. Un matin, alors que tout le monde dormait, une vitre s'est brisée dans la cuisine. Il n'y eut ni chute, ni impact, ni mouvement. Elle a simplement explosé comme si elle avait reçu un coup invisible. La mère est descendue en courant les escaliers, le cœur battant la chamade, et a trouvé le verre éparpillé sur le sol, brillant sous la lumière tamisée. Dans le salon, sur l'un des murs, plusieurs croix étaient accrochées, simple souvenir d'une foi paisible et sans ostentation. Un matin, la famille trouva toutes ces croix à l'envers, parfaitement inversées, comme si une main patiente et consciente avait pris le temps d'intervenir. Un autre jour, un cadre avec la photo d'Estefania apparut à l'envers.
La vitre était intacte, mais la photo à l'intérieur montrait des signes d'avoir été brûlée. Comment cela pouvait-il être possible? Les membres de la famille commencèrent à fermer les portes à clé, à déplacer les meubles pour bloquer ces portes qui, au petit matin, semblaient reprendre vie. Le chien de la famille se montrait fuyant et nerveux. Il grognait dans les coins et parfois urinait sur place en pleurant désespérément, comme témoin de quelque chose que seuls ses yeux de chien pouvaient voir. L'une des sœurs s'est enfuie de la maison un jour où ses poupées ont commencé à bouger toutes seules. Elle a choisi de dormir sur un banc plutôt que de revoir ce phénomène. Les ombres sont devenues une partie de la routine. Elles se déplaçaient rapidement, toujours à la limite du champ de vision, parcourant les couloirs, passant devant les chambres, glissant dans les coins. Pour Conception, le pire est arrivé lorsqu'une présence est devenue habituée dans sa chambre. Une présence qui lui touchait les jambes et parfois les cheveux. Une présence qui refroidissait l'air et l'appelait maman. La femme a contacté un prêtre qui, d'un ton sévère, lui a dit de ne jamais écouter cette voix, quoi qu'il arrive. Que sa fille était déjà partie, que quelque chose essayait de lui tendre une embuscade. L'homme lui a donné de l'eau bénite et lui a recommandé de prier de toutes ses forces. La famille a commencé à dormir avec les lumières allumées et ils ont déplacé tous les matelas dans la pièce centrale. Les voisins, témoins de la situation, entendaient un coup, objets traînés et cris à toute heure. Certains préféraient penser que la famille était toujours prisonnière du deuil, d'autres baissaient les yeux pour ne pas affronter la vérité. Les Gutiérrez Lazaro furent vite considérés comme des curiosités. Comme si affronter ces problèmes ne suffisait pas, beaucoup de leurs proches commencèrent à les mettre de côté. Incapables de comprendre ce qui se passait ou incapables de comprendre pourquoi. Tous semblèrent de plus en plus affaiblis. Ils avaient perdu une fille, il était normal qu'ils aillent mal. Entendre Conception parler de ce qu'elle ressentait et voyait donner la chair de poule à tous. La maison de la rue Louis Marin était devenue un endroit où l'invisible avait pris forme. À un certain moment, ils en sont arrivés à la conclusion qu'ils ne pouvaient ne faire qu'une seule chose, même si le plan semblait absurde. Ils ont appelé la police, ils voulaient qu'au moins quelqu'un puisse les croire et laisser une trace de ce qui se passait. Le 27 novembre 1992, la famille Gutiérrez a appelé le 911. L'inspecteur José Pedro Negri et son équipe sont arrivés sur les lieux dans la soirée. Après 2 heures du matin, toute la famille était dehors sous la pluie, effrayée. Pendant ce temps, 2 agents sont restés dehors avec eux et ont écouté toute l'histoire. L'inspecteur Negri et 2 autres agents sont entrés dans la maison sans se douter de ce qui les attendait. Ainsi, notre histoire revient au début. Le dossier de police. Les officiers sont entrés avec des lampes de poche et ont tout noté. Les matelas dans la salle à manger parce que personne ne voulait dormir, seulement les meubles déplacés sans explication, les marques sur les murs. Selon le procès-verbal de police, les agents ont accepté d'éteindre les lumières, car, selon les Gutiérrez Lazaro, c'est dans ces conditions que l'entité semblait devenir plus puissante. C'est à ce moment-là, tout éteint, que la porte d'un énorme meuble s'est ouverte brusquement, violemment, puis s'est refermée. Selon la famille, c'est là que tous les dossiers médicaux concernant Estefania étaient conservés. Écoutons Negri lui-même le raconter avec ses propres mots. Et soudainement, de façon inattendue, la porte d'un meuble s'est ouverte de cette manière et a claqué violemment. Je n'étais pas préparé, car j'ai immédiatement demandé d'allumer la lumière et nous avons inspecté les lieux pour voir s'il y avait un dispositif. Et nous n'avons rien vu d'étrange. Nous avons constaté que, cela s'était produit. Effectivement, c'est tout ce qui s'est passé. Je n'y croyais pas. Les policiers se sont approchés des sujets pour la règle. Ils les ont approchés de la règle. Ils les ont approchés de la règle. Les policiers se sont approchés. Pour la règle, les policiers se sont approchés des sujets pour la règle. Convaincus qu'ils allaient attraper le farceur, ils ont couru vers l'endroit pour découvrir que tout était vide. Puis, dans l'une des pièces, les choses sont devenues de plus en plus étranges. Nous avons vu que le crucifix s'est retourné, mais aussi que le crucifix qui était par terre s'est détaché. Et ça, c'est quelque chose que je dois aussi vous dire. Je ne sais pas qui aurait pu faire ça, ou je ne sais pas, ou si c'était préparé. Je ne peux pas en dire plus parce que je n'y étais pas. J'étais dans la chambre, mais il y avait des griffures très 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 sérieuses, comme une griffe.
mais sur toute la porte. Encore dans la salle de Star, Negri a remarqué autre chose. Près d'un téléphone, il y avait une étrange substance, quelque chose de collant, qu'il n'a pas su identifier. Malheureusement, l'homme n'a pas pris d'échantillon. Il explique dans l'enregistrement suivant avoir privilégié d'appeler ses supérieurs. Moi, quand l'affaire s'est terminée, je me suis rendu au commissariat le plus proche et le chef de salle a rédigé une note d'information. À 2h40 sur le canal 7 de H50. Le Z2 appelle et déclare qu'après avoir parlé avec la famille et observé l'intérieur de la maison, selon ce qu'il communique, cela lui a donné la chair de poule. Première fois en Espagne, un rapport de police mentionnait-il un élément identifié hors des paramètres rationnels? Cette nuit-là, la famille n'a reçu ni solution, ni explication, ni soulagement. La présence n'a pas disparu, mais quelque chose a changé. Pour la première fois, un témoin extérieur, non impliqué émotionnellement, était présent. Cela leur apporterait-il du soulagement? Eh bien, pendant quelques jours, oui, pendant quelques jours, les Gutiérrez-Lazaro se sont sentis moins seuls. Mais ensuite, l'affaire a pris de l'ampleur et la gravité du cas n'a fait qu'augmenter. Théorie. Avec le temps, l'affaire d'Estefania a attiré journalistes, enquêteurs du paranormal et sceptiques voulant démonter le mythe, et des croyants qui voyaient en elle la preuve qu'il existe des choses qui dépassent notre compréhension. Ce qui s'est passé dans cette maison ne s'est pas limité à ses murs, cela a transcendé et a pris sa propre forme. Nous sommes toujours en direct. Il est 11h et près de 28 minutes. Parfois, la police ne se contente pas d'arrêter les méchants, elle peut aussi poursuivre des fantômes. Des fantômes qui empêchaient les voisins de dormir dans une maison du quartier Valleca à Madrid. Ce qui s'y passait était très peu normal, c'était plutôt paranormal. L'explication paranormale classique. Il a suggéré que la famille Gutiérrez était hantée non par l'esprit d'Estefania, mais par quelque chose venu à travers elle. On dit que lorsque la planche de Ouija s'est brisée cet après-midi-là, ce n'est pas un simple objet qui s'est cassé, mais une limite, Estefania, affaiblie physiquement et émotionnellement. Se pourrait-il que le canal ait été une porte ouverte vers quelque chose qui ne cherche pas à communiquer, mais à rester en permanence? Une entité qui n'était pas humaine, mais quelque chose de plus ancien, quelque chose qui se nourrissait de la souffrance et de la peur. Dans ce regard, la présence n'était pas l'écho d'une jeune fille perdue, mais une ombre ayant trouvé où s'ancrer. La théorie psychologique s'est au contraire focalisée sur la famille et leur esprit. Les partisans de cette idée soutiennent que tout cela résulte d'un deuil traumatique, une perte soudaine laissant des blessures ouvertes. La mort d'un adolescent peut causer de profondes fissures et de la culpabilité. La tristesse, la douleur et le besoin de trouver un sens peuvent aboutir à ce que l'on appelle l'hystérie collective. Un phénomène dans lequel la peur est partagée, amplifiée et finit par acquérir une présence presque physique. Les bruits, les ombres, les objets qui semblaient en de bouger tout seuls, selon cette théorie, n'étaient rien d'autre que l'esprit essayant de justifier l'injustifiable et le corps cherchant à donner une forme au vide. Pour la vision sceptique la plus stricte, ce qui s'est passé s'explique par des erreurs de perception, des nerfs accumulés et des distorsions sensorielles. Ils soutiennent qu'une vieille maison bouge, craque, se dilate et se contracte, que l'électricité peut tomber en panne, que les témoignages se contaminent les uns les autres, que la mémoire se déforme avec le temps. Les médias, avides de sensationnalisme, ont exploité l'événement pour vendre du mystère. À l'époque, on a surtout souligné les analogies avec une affaire similaire datant de 1976. Nous parlons de l'affaire Annalise Michel. Faisons un bref rappel de celle-ci pour comprendre pourquoi on l'a comparée à l'affaire d'Estefania. L'affaire Annalise Michel. Annalise Michel est née en 1952 à Litvin, une petite localité de Bavière, en Allemagne. Elle a grandi dans une famille catholique très dévouée, marquée par une religiosité stricte et des pratiques régulières de pénitence, confession et prière. Dès l'enfance, elle se distinguait par sa réserve, sa sensibilité et son obéissance. Aucun signe d'anomalie n'était visible. Cependant, tout allait commencer à changer lorsqu'elle aurait 16 ans. Cependant, la
Le président, président, la présidente, la présidente, la présidente de la République, présidente de la République, présidente de la République, le président, président de la République, le président de la République, le président de la... Le président de la République, le président de la République, le président de la République. Qu'il murmurait, qu'il l'insultait, qu'il lui disait qu'elle était condamnée. Avec le temps, sa personnalité a également commencé à changer. Elle est passée d'une jeune femme structurée et calme à quelqu'un consumé par des tourments intérieurs. À l'université où elle préparait son métier d'enseignante, elle s'est isolée. Certains jours, elle ne pouvait pas entrer dans la chapelle. Elle disait qu'une force invisible la détestait, la repoussait en arrière, comme si sa simple présence profanait l'endroit. Son entourage a alors cherché de l'aide hors du domaine médical. Ils ont sollicité divers prêtres pour obtenir un exorcisme, mais l'Église catholique reste très prudente avec ce type de requête. La plupart ont refusé, affirmant que la jeune femme devait continuer son traitement psychiatrique. Cependant, en 1975, le père Ernest Alt, un prêtre qui affirmait reconnaître les signes de possession, s'est convaincu que le cas d'Annalise n'était pas d'ordre psychologique. Il a soutenu qu'elle réagissait violemment à l'eau bénite, qu'elle évitait de regarder les crucifix et qu'elle était incapable de prier sans que les mots s'en mêlent dans sa bouche. Le père Alt a transmis des documents à l'évêque local après avoir étudié rapports, témoignages et photos. L'évêque Joseph Stang a autorisé un exorcisme formel selon le rituel romain, et le père Arnold Renz a été désigné à cet effet. Entre septembre 1975 et juillet 1976, 67 séances d'exorcisme ont été réalisées, généralement 1 ou 2 fois par semaine, chacune durant plusieurs heures. Indépendamment de l'interprétation spirituelle, la détérioration physique et psychologique qu'elle a commencé est vérifiable. Annalise a arrêté de manger, elle se frappait contre les murs, elle s'agenouillait et se relevait des centaines de fois d'affilée dans le cadre de rituels obsessionnels. Ses genoux étaient recouverts d'hématomes et de blessures. Elle pesait moins de 30 kilos et marchait à peine. Ses parents et les prêtres ont interprété cette faiblesse comme faisant partie de la lutte contre une force maléfique. Le 1er juillet 1976, Annalise Michel est décédée. Elle avait 23 ans. L'autopsie a déterminé qu'elle était morte de malnutrition et de déshydratation. L'année suivante, un procès débuta à la cour de Aschaffenburg. Les parents d'Annalise et les prêtres Renz et Alt ont été accusés d'homicide par négligence pour n'avoir pas cherché de traitement médical adéquat. Lorsque la santé de la jeune fille s'est dégradée de façon chronique, celle-ci s'est aggravée. Manière. Celle-là. Mais, non. Affaire. Ils ont commencé à trouver un écho dans ce qui s'est passé à Vallecca. Un facteur plus humain se cachait-il derrière cette histoire prétendument paranormale? S'agissait-il simplement d'une famille torturée? Non pas par des démons, mais par ses propres négligences, l'ignorance et les mauvais conseils étaient la pierre angulaire de l'affaire. Alors que certains débattaient de cela, d'autres préféraient redoubler la mise et répétaient à l'envi que ce qui se passait trouvait ses racines dans des questions qui dépassèrent la science. L'un d'eux fut Tristan Brecker, un soi-disant chercheur en paranormal qui s'est présenté au domicile, a proposé une théorie controversée et a même pratiqué un exorcisme sur place. Le grand-père Estefania Tristan avait un curriculum vitae qui le précédait. Il apparaissait dans beaucoup des émissions les plus regardées d'Espagne et parlait de cas paranormaux. Protégé par une société qui, comme nous l'avons dit, se montrait profondément encline à ces questions. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, des hommes comme Fernando Jiménez del Oso battaient des records avec leurs publications sur l'ésotérisme. Fernando Jiménez del Oso fut l'une des figures majeures de la vulgarisation du mystère en espagnol durant la seconde moitié du XXe siècle. Psychiatre de formation, journaliste et communicateur par vocation, sa participation à des cas paranormaux ne reposait pas sur l'expérimentation directe ni sur la recherche de phénomènes extraordinaires en première personne, mais sur l'analyse, l'interprétation et la présentation de témoignages et de documents, avec un mélange très particulier de rigueur et de suggestion. En tant que psychiatre, il comprenait l'esprit humain, ses distorsions et traumatismes, mais admettait aussi publiquement, fait rare dans son domaine,
que tout n'est pas explicable. Celui de l'urgence du roi de la honte, de l'Anselmo Castelbinari. Chercheur du paranormal, il était trop prudent pour son public. Il était un guide à la frontière entre la raison et le mystère. C'est pourquoi, plus qu'un chasseur du paranormal, Fernando Jiménez de Losso fut un architecte du récit du mystère dans le monde hispanophone. Mais Tristan Breaker n'appartenait pas à la même scène. Tristan était plus bavard. Il n'hésitait pas à émettre des hypothèses sur les possibilités les plus farfelues et inventait des moyens pour entrer en contact avec l'au-delà. Sa réputation d'excentrique était faite. Aussi, son arrivée chez les Gutiérrez Lazaro avec une médium ne surprit personne. Une fois sur place, il a réalisé quelques-unes de ses expériences et a affirmé que la propriété abritait deux présences, se disputant le contrôle. D'un côté, une présence positive et harmonieuse, Estefania. De l'autre, une force sombre et maléfique, que les membres de la famille n'ont pas tardé à reconnaître comme le grand-père, le père de Concepción. Apparemment, l'individu aurait eu des problèmes d'ordre économique avec sa fille, et avant de mourir, il aurait exprimé son désir de rendre la vie impossible à tous. Avait-il raison? Tristan était-ce un esprit vengeur hantant sans cesse la famille? Tristan a aussi dit que la salle de bain d'Estefania, où elle entendait des voix, était le portail reliant les deux mondes. Et c'est là qu'il s'est enfermé avec la médium pour réaliser une sorte d'exorcisme qui a été enregistré et a suscité les réactions les plus diverses. Ici, vous pouvez en juger par vous-même. Reviens. 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 Cependant, le célèbre chercheur paranormal a quitté l'histoire après avoir proposé aux Gutiérrez Lazaro de les aider à s'en libérer moyennant une grosse somme d'argent. À ce moment-là, ils ont arrêté de le voir comme sauveur et l'ont pris pour un imposteur. La révolution causée par le dossier Vallecas est sans précédent. Partout, on parlait d'eux pour essayer de les aider, pour se moquer d'eux, pour les traiter de menteurs, pour les considérer comme des victimes de leur entourage. Tout le monde semblait avoir sa propre version des faits et sa propre conclusion à ce sujet. Avec le temps, la maison de la rue Luis Marín a fini par étouffer la famille Gutiérrez Lazaro. Dans ces couloirs, ce n'était pas juste le souvenir d'Estefania qui pesait, mais la certitude que quelque chose était resté. Observant, attendant, habitant les recoins, comme un invité indésirable que personne n'avait invité et qui refusait de partir. Les phénomènes n'ont pas diminué avec le passage des saisons. Au contraire, le vide laissé par la jeune fille semblait ouvrir un espace où autre chose pouvait se manifester plus fortement. La mère, épuisée par les nuits sans repos à cause des coups qui ne surprenaient plus, par la peur qui s'infiltrait comme l'humidité dans chaque mur, elle prit la décision que tant de familles, avant et après, prendraient aussi dans des circonstances similaires, quitter les lieux. Petit à petit, on cessa de parler de l'affaire jusqu'à ce que les frères et sœurs d'Estefania, devenus grands, commencent à enquêter sur le cas. Mémoire de l'affaire. Le film Véronica, réalisé par Paco Plaza, créateur de REC, a capturé l'essence de l'affaire et l'a transformé en récit cinématographique à travers une dramatisation. Il a proposé une version sombre, tendue et visuellement forte, mais a modifié, exagéré, omis ou simplifié de nombreux faits. La vraie Estefania s'est perdue entre effets spéciaux et impératifs de rythme, symbolisme et conflits du cinéma. Pour certains, c'était leur première découverte de l'affaire Vallecas. Pour d'autres, une déformation injuste. Néanmoins, ce que le film a réussi à faire, c'est raviver le mythe, le remettre en circulation, rappeler au public que cette histoire existait avant le scénario. Aujourd'hui, l'affaire Vallecas se situe entre mythe et archive, mémoire intime et récit populaire. Ce n'est pas seulement une histoire de famille marquée par la tragédie, ni simplement un dossier policier troublant, ni uniquement une légende urbaine, ni un produit culturel réinventé. Est-ce tout cela en même temps? Les os se divisèrent rapidement quand des fissures apparurent entre les frères et sœurs d'Estefania Gutiérrez Lazaro. Dans des interviews avec El Mundo, certains frères et sœurs ont affirmé que les phénomènes de l'affaire Vallecas n'étaient pas paranormaux. Ils ont soutenu que la jeune fille souffrait d'épilepsie convulsive et que ses comportements étranges étaient dus à un état de suggestion généralisée.
après sa tentative de contacter un esprit à travers une planche Ouija, ce qui, selon eux, a fait que la famille a cessé de lui prêter attention. Ils ont cependant porté une accusation plus grave. Selon eux, sa mère orchestrait toujours toute l'affaire. Sa mère s'est chargée de taire les vrais troubles d'Estefania. À la presse, elle les forçait aussi à déplacer des objets lors de visites. Des journalistes ou des enquêteurs disent que Concepción a même caché qu'elle-même prenait des médicaments pour les mêmes raisons qu'Estefania. S'agit-il simplement d'une femme qui voulait attirer l'attention pour de l'argent? Souffrait-elle aussi d'un problème qui nécessitait une visite chez le médecin? Quelle conclusion peut-on tirer sur Concepción, victime ou coupable? D'autres frères et sœurs, de leur côté, affirment avoir vu des choses impossibles à expliquer, même si l'on veut croire que la mère de tous a conspiré pour les rendre fous. Il y en a qui continuent de jurer qu'Estefania a parlé en langue et a même lévité. Comment peut-on falsifier cela? Certains disent que le corps d'Estefania a été exhumé et qu'une photo du mariage de ses parents, qu'elle souhaitait dans sa tombe, y a été placée, ce qui aurait apaisé la situation. D'autres disent qu'il est impossible de faire confiance à la famille, étant donné que chacun a ses propres intérêts, soit pour ne plus être associé à l'affaire, soit pour continuer à en profiter, chaque fois qu'une plateforme apparaît avec des sommes faramineuses pour les interviewer. Lorsqu'une histoire touche à sa fin, il est habituel qu'il y ait une conclusion, un point final, mais dans le cas de Vallecas, ce point n'est jamais arrivé. Ce qui subsiste, ce n'est pas la clarté, mais un doute persistant qui s'attache à quiconque approche le récit. Au final, l'affaire Vallecas ne laisse ni certitude d'esprit, ni preuve de trouble collectif. Ce qui reste, c'est un malaise, une sorte de murmure intérieur qui nous oblige à affronter quelque chose que nous préférerions laisser de côté. Il y a des frontières floues entre ce que nous contrôlons et ce que nous ne contrôlons pas, ainsi que les raisons. Une moyenne, 1h30, un moment de situation. Tu baves sur les faiblesses. Ça me fait mal, haha, que ce soit une... Que navigation manifeste, applaudir la cave Bobou me donne envie d'ajuster. Que faisons-nous avec une histoire que nous ne pouvons ni prouver ni nier? Comment tirer une morale ou une conclusion quand tout reste plongé dans l'ombre la plus imperturbable? Et d'un autre côté, sommes-nous sûrs que tout est terminé? En guise d'épilogue, nous vous laissons avec le témoignage d'un inspecteur de police qui a suivi cette affaire de très près. Avant de partir, laissez un like, abonnez-vous et activez les notifications. Je vous laisse ici quelques vidéos pour que vous puissiez continuer votre marathon. Et sans rien de plus à ajouter, je vous dis au revoir, écoutez ce que dit le policier. Cet appartement a été vendu et actuellement, une famille sud-américaine y vit. Ils n'ont jamais rien vu d'anormal dans le logement, à l'exception d'une chose. Un jour, le fils dit qu'il était en train de prendre une douche et, depuis l'intérieur de la douche, il a entendu quelqu'un frapper à la porte. Il a pensé que c'était ses parents qui voulaient l'avertir de quelque chose. Il finit de se doucher et il entend à nouveau ses coups à la porte. Il ouvre la porte, ne voit personne, prend peur et sort dans la rue.